patron du comité opérationnel militaire, aurait fait assurément un grand chef d'un tout petit maquis. Sa sincérité et sa piété étaient de bons viatiques pour un commandement local. Le regard qui embrasse tout et loin et qui est l'apanage d'un vrai chef d'état-major, la compréhension des enjeux véritables, la connaissance des sentiments qui agitent les hommes des unités combattantes, comprimés dans l'étau d'un front perpétuel, il ne les avait manifestement pas. La mort d'innombrables cadres victimes de la Bleu 8, la destruction du 4e bataillon de la base de l'Est, la mort de Youssef Latrache, de Hidouche, de Ammar Rajai, de Madani Wahwah, de Ben Yazzar, de Ali Ben Brahim et de ses vétérans du 1er novembre et de milliers d'autres héroïques combattants a été le prix payé par l'ALN à l'ukase comminatoire, à l'incompétence et au discours démagogique. Disons pour sa décharge que Mohamedi Saïd, Nasser, n'a pas eu la partie belle. Il a été à la tête de l'ALN au moment peut-être le plus difficile de la guerre de libération nationale. Il a été désigné à la tête de l'ALN en fonction du critère de loyauté pour assurer aux puissants du jour Karim Belkacem la maîtrise du seul atout qui vaille, les forces armées. Nasser avait à ses côtés au sein du COM, au nom de l'équilibre régional, des colonels issus du rang, ou plutôt sortis du rang, expulsés sans ménagement de leur commandement wilayal par la main ferme de Krim. La concurrence permanente entre les différents protagonistes dans les instances suprêmes de la Révolution se reflétait sur le terrain dans les relations entre ces colonels. L'efficacité du COM en sera affectée. Ce serait pour ma part sacrifié à une équivoque bienséance, à une autocensure que de ne pas évoquer une des raisons, un des alibis peut-être le plus déterminant du cartran des colonels qui s'est coalisé contre le GPRA, la kabylisation par Krim des structures du ministère des Forces armées. Krim avait investi de sa confiance partout et systématiquement des hommes venus de la wilaya 3. Hmei Qassi à la base de Tunis, Mouloud Idir au ministère des Forces armées, Mohamedi Saïd au COM, etc. Avec du recul, on peut se demander si le bilan de Krim, qui a été globalement positif, ne l'aurait pas été davantage, y compris dans le détail s'il avait ajouté à sa première définition du bon responsable l'affinité régionale, celle de la compétence, et la glorieuse Wilaya 3 ne manquait pas de cadres compétents. En définitive, ce qui a provoqué l'échec de Krim qui finira par céder la main en tant que ministre de la guerre n'est pas tant l'origine territoriale des responsables qu'il a choisis que leur incapacité d'assumer la mission qui leur a été confiée. La perte de l'unité Hidouche illustre le constat. L'ALN, enragée de n'avoir pas à sa tête un chef capable de se pencher d'abord sur ses insuffisances et de partager ses douleurs, elle continuait quelquefois avec des murmures et aussi, selon les situations, avec des tonitruants éclats de voix, à aller de l'avant et à mourir. La prochaine réunion des 10 aura un mérite de taille. La conclusion qu'il fallait à l'ALN un autre commandement. Il sera bientôt nolens volans, unique et proche des combattants, ainsi que nous le découvrirons plus loin. Hammam Sidi Trad. Les travaux sur la ligne Chal avancent rapidement. Les chantiers sont protégés par des unités d'infanterie et par l'aviation. Les travaux sont exécutés par des civils réquisitionnés à cet effet, sous le contrôle d'officiers du génie. Nous essayons, malgré nos moyens dérisoires, de monter des opérations pour les ralentir quelque peu vainement. Je le disais plus haut et je le maintiens, nous n'avions pas les moyens matériels et techniques de nous opposer frontalement à la construction de cet ouvrage. Il nous a manqué jusqu'à la fin 1959 un état-major pour organiser, articuler, synchroniser, graduer et moduler nos ripostes. Dès lors, nos contre-offensives ne peuvent être que des initiatives locales qui n'ont pas de conséquences notables sur la progression du second barrage. Dès qu'une portion de ligne est démantelée, une surveillance plus musclée s'organise en face. Pendant la journée, nous ne pouvons presque pas nous approcher des crêtes qui dominent la route, le long de laquelle évolue la ligne. Nos forces sont interceptées bien avant par des éléments mobiles présents en nombre et qui se déplacent en même temps que les travaux avancent. Les tirs de l'artillerie et les frappes de l'aviation, quand nos mouvements sont détectés, font le reste. Ce second ouvrage est encore en construction quand les militaires français tentent des sorties, ciblant des zones de la frontière qui leur sont restées inaccessibles depuis le déclenchement de la guerre. Hammam Sidi Trad, jusque-là havre idéal pour nos hommes, est un de leurs objectifs.
Les Français n'ont encore jamais pu l'atteindre ni par l'artillerie ni par l'aviation. Les avions qui viennent à basse altitude sont la cible de nos mitrailleuses. L'effort principal de l'opération est porté sur la 3e compagnie, dont l'aire d'action s'étend à toute la bande est du territoire de la zone 1. Sous la pression, la 3e compagnie doit concéder quelques positions sur la frontière même. À partir d'un de ces points hauts, les Français s'offrent le luxe de tirer au canon de 75 mm sur tout ce qui ressemble à un objectif militaire, y compris sur un véhicule tout-terrain tunisien. Le seul moyen qui s'offre à nous est de les prendre à revers. Le chef de section Ahmed Serraï, audacieux et intelligent, est de ceux qui ont fait les beaux jours de la zone 1. Je le charge de tendre une embuscade sur le chemin de retour de l'ennemi, qui s'est avancé en force jusqu'au lieu dit Aïn Nishma. Vers 16h30, les nôtres engagent le combat. L'embuscade dure près d'un quart d'heure. Les tirs croisés de nos mitrailleurs et de nos artilleurs font de gros dégâts. Serraï ramène un prisonnier, un légionnaire, qui nous confirme que les militaires ont eu beaucoup de pertes. Un obus de 45 mm a explosé en plein dans un camion GMC. Le soldat fait prisonnier a été soufflé à l'extérieur des ridelles avant d'être entraîné par nos hommes. L'incursion française, quoique partiellement contrée, nous laisse un goût amer car l'ennemi a réussi à occuper quelques positions au cœur même de notre dispositif. Pour nos unités, se voir chassées de leur sanctuaire ou perdre leurs armes est le summum de l'humiliation. La 1re compagnie, amoindrie par la dispersion tactique d'une partie de ses éléments et ne comptant en fait qu'une seule section, dès que l'alerte est donnée, se porte en avant en formation éventail. Haifi Mabrouk se retranche sur le Kef el-Houari qui commande l'accès à Hammam Sidi Trad. L'ennemi utilise des moyens conséquents pour l'en déloger. La pugnacité de nos hommes l'oblige à renoncer, laissant derrière lui des bulletins de renseignement quotidiens où sont listées ses pertes. Haifi réussira à abattre un avion en se servant lui-même de sa terrible MG-45. Le T-28 abattu au pied du Kef ne peut être approché par les Français. Les tirs de nos hommes les en empêchent. La carcasse de cet avion est aujourd'hui exposée comme trophée de guerre dans le village de Zitouna, ex-Toustin. Le soir, la 1re compagnie vit son succès sans modestie. Haifi Mabrouk a tout de l'aigle, le regard aigu, le bec acéré et la dextre d'acier. Lorsqu'il se met torse nu et fait mouvoir ses muscles, le tatouage qui décore ses pectoraux, un rapace extraordinaire de vérité et auquel il ne manque aucun ergot et aucune rémige, s'anime et semble vouloir prendre son envol. Haifi a survécu à la guerre. Il est mort en mars 2003. « Ne viens pas me voir, Khaled », me supplie-t-il d'une voix atone au téléphone. Je comprends que mon vieux compagnon veut que je garde de lui l'image qui était la sienne au temps où les aigles étaient les maîtres des crêtes. Le lendemain matin, nous nous trouvons rassemblés sur les hauteurs de Sidi Trad. Plus tard, ce haut lieu de la résistance sera choisi comme site pour l'implantation d'un cimetière de Chouhada. C'est là que le docteur Franz Fanon sera enterré. Nous commentons le déroulement du combat de la veille. Les hommes de la 3e compagnie n'en mènent pas large. Tous les éloges vont à la première, les plaisanteries fusent et égratignent des épidermes sensibles. Chedli Benjdid, présent, voulant mettre fin à ce jeu, de peur de voir les choses aller trop loin, rappelle à l'ordre Harzallah, le provocateur, en usant d'une formule du terroir. Ammar watti kanautik, rabaisse tes canons, ce qui veut dire mets une sourdine à tes. Mais Harzallah a de la répartie. C'est Chedli, en les baissant, nous avons atteint des soldats. En les relevant, nous avons abattu des avions et toute la troupe de s'esclaffer. J'apprends que le chef de section, Ahmed Ridouchi, fin bricoleur pour tout ce qui est mines et pièges divers, a confectionné un engin infernal à partir d'un baquet métallique. Il se porte sur la ligne châle, installe son truc dans les barbelés, le camoufle, coupe les fils électriques pour déclencher l'alerte et se terre non loin pour voir venir. L'explosion du leurre arrache la main du soldat qui le manipule. Quelques jours plus tard, fort de cette expérience, il entreprend la fabrication d'une bombe plus importante. Il bourre une vieille caisse de munitions d'explosifs, de bouts de métal et d'obus divers. Il transporte le tout sur la ligne, camoufle l'engin infernal à l'intérieur des barbelés, puis déploie le fil relié à l'exploseur, sectionne les câbles électrifiés et reste aux aguets à quelques centaines de mètres de là. Une fois les électriciens chargés de rétablir le courant accompagnés par des éléments de protection sur place, il actionne le détonateur.
un véritable feu d'artifice se déclenche, envoyant en l'air hommes et objets. Le va-et-vient incessant des ambulances renseigne sur les dégâts subis par les Français. De passage, j'apprends l'exploit de Ridouchi. Je lui demande de confectionner une autre bombe et de m'avertir à temps pour que je vienne assister personnellement à l'opération. Moi qui ai vu tant de mes compagnons mutilés ou tués par toutes sortes de mines artistement enterrées, je ne réprouve pas ce retour à l'envoyeur signé Ridouchi. Quelques jours plus tard, notre artificier est prêt. Des secrétaires demandent de faire partie aussi de l'expédition. Le machin, cette fois, est tellement lourd et volumineux qu'il faut le faire transporter à dos de mulet. Nous changeons d'emplacement pour ménager plus de surprises. 2 mitrailleuses légèrement en retrait de part et d'autre assurent notre protection. Je suis, quant à moi, à quelques mètres des barbelés. Ridouchi en est encore à ses préparatifs quand Rabah Ben Houmana, un des secrétaires, me demande « C'est ça la ligne châle ? Je vais pisser dessus. » « Mets-toi à genoux, lui dis-je. Il arrive parfois dans ce genre de situation que l'on ait comme un 6e sens. L'endroit entre Raml el-Soug et El Ayoun ne me plaît tout simplement pas. 10 minutes à peine s'écoulent, Ridouchi n'a pas encore achevé ses préparatifs que des tirs d'éléments ennemis postés en embuscade au-delà de la ligne nous prennent à partie. Nous avons été repérés. Nos 2 mitrailleuses ripostent, je me trouve isolé avec 4 hommes, dont Rabah Ben Houmana et Haifi Mabrouk. Des lance-grenades sont utilisées contre nous. À chaque coup de la cartouche de propulsion, nous nous aplatissons éperdument contre le sol tant ces petits obus sont dangereux. Ben Houmana reçoit 2 éclats, l'un à la tempe pour lui apprendre à réfléchir, plaisantera Ridouchi, et l'autre à l'épaule pour lui apprendre à hausser les épaules quand on lui demande d'être prudent, ajoute le même. Des tirs de mitrailleuses nous ciblent sur notre flanc droit. Comme les Français utilisent des balles traçantes, les traînées de flammes nous renseignent sur les trajectoires des balles et nous permettent de les éviter par une rapide reptation ou un bref mouvement, le buste ployé. Nous attendons près de 3 heures sur place jusqu'au repli total de l'ennemi, puis nous rejoignons le point de rendez-vous. Ridouchi n'est pas là. J'envoie une patrouille à sa recherche. Sa forte corpulence rendrait difficile son évacuation à dos d'homme en cas de blessure. Quelques minutes plus tard, j'entends des voix, dont celle de Ridouchi, pestant et agitant son exploseur et des bouts de fil électriques. Sa bombe avait fait long feu. Pour ne pas démentir sa réputation de sang-froid, d'audace et de témérité, dès les premiers tirs, il s'est porté directement vers l'exploseur défectueux. S'apercevant que la panne ne vient pas de ce dernier, il suit le cordon électrique et le trouve coupé en plusieurs endroits par les éclats de grenades. Il ne décolère pas de toute la journée. J'ai rencontré Ridouchi lors de la bataille de Djbel el-Ballot. La première rencontre avec une personne marque à jamais la mémoire ou alors n'y laisse aucune trace. Les sels de métaux qui fixent et burinent le souvenir sont d'abord la densité du temps et du lieu, ensuite l'haleine que dégagent les traits d'un visage, la dégaine, la force des mots prononcés et l'intensité du regard. Ridouchi était grand et corpulent, mais malgré cela, il était étonnamment rapide et vif. Son rire était entier, énorme, communicatif. Ridouchi riait de toute son énorme masse. Il riait de nos petits inconforts, des grands et des petits drames de la guerre, et surtout des bêtises humaines banales et quotidiennes. Son rire n'était jamais dérision, mais fraîcheur d'esprit, grandeur d'âme et optimisme. Sa feinte nonchalance pendant le combat est le signe extérieur d'un souverain mépris du danger. De le voir jouer les trempes la mort avec autant de désinvolture lui vaut, de ma part, une affectueuse remarque. « Gros comme tu es, comment ferais-je pour te porter si jamais tu étais blessé ?» Quand il crapahutait, il ahanait un peu, transpirait beaucoup et ne se plaignait jamais. Son front était toujours moite sous son sempiternel chapeau de brousse. Il avait la manie de porter sa Thompson en bandoulière. L'arme était rejetée derrière le dos par une tape sur la crosse quand, au contact des barbelés ou des champs de mine, il voulait avoir les mains libres pour jouer à sa mortelle roulette. L'acier ennemi l'épargna. La maladie, 40 ans plus tard, le terrassa. Jusqu'à son dernier soupir, le 22 juillet 2002, le mépris hautain face à la douleur et face à la mort s'exprima chez lui par le même rire que celui de jadis. La leçon qu'il donna dans les derniers moments de sa vie était celle du courage et de l'indifférence face à la mort.